C'est un peu l'alpha et l'oméga de la protection de nos données personnelles. Depuis 2018, le RGPD encadre très strictement l'utilisation de milliards d'informations pour les Français et pour tous les Européens. Mais au fait, c'est quoi le RGPD ? Comment il nous protège et de quoi d'ailleurs ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Oriana Labruyère. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Tu es avocate spécialisée en droit du numérique et accessoirement aussi animatrice d'un podcast La Robe Numérique, donc c'est parfait. On est ravis que tu sois là avec nous. Question simple, basique déjà, explique-nous c'est quoi concrètement, même les initiales déjà du RGPD. Alors le RGPD, c'est le Règlement général à la protection des données. C'est une réglementation européenne qui vise à encadrer l'utilisation, le traitement de données à caractère personnel sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est depuis mai 2018. Si exactement, le 25 mai 2018. Il y avait quoi avant ? On était un peu à poil, entre guillemets, sur les données personnelles ? Alors non, on n'était pas du tout à poil. Alors d'ailleurs, on peut se féliciter en France, puisque nous sommes les premiers sur le territoire de l'Union européenne, qui était à l'époque d'ailleurs la Communauté européenne, à adopter une loi qui est très connue, c'est la loi Informatique et Liberté, en 78. Cette loi, elle a un historique assez simple. Oui, parce que, juste, je te coupe, mais on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs en 78. Alors non, mais on avait très peur des fichiers automatisés, on avait très peur des ordinateurs, et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, on avait très peur de la capacité de l'État à ficher les Français, et c'est d'ailleurs le projet Safari qui a été dénoncé par vos confrères du Monde à l'époque. Qui n'a rien à voir avec le navigateur d'Apple, je précise. Qui n'a rien à voir avec le navigateur d'Apple, qui a fait sortir le sujet sur la table et qui a eu pour conséquence la création de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, et l'adoption de la loi Informatique et Liberté sur les traitements de fichiers automatisés. C'était quoi ce projet Safari ? Là, on remonte loin, donc c'était en 70, enfin dans les années 70. Du coup. Exactement. En fait, Bercy voulait faire un fichier des Français. Alors, c'était plutôt à visée fiscale, voilà. Mais il y a eu une véritable montée de bouclier contre ce projet et la prise de conscience qu'il fallait encadrer l'utilisation des fichiers automatisés pour le traitement de données à caractère personnel. Donc c'était vraiment la peur du fichage qui a fait qu'en France, on a créé une loi. En fait, c'est la loi qui a créé d'ailleurs la CNIL. On était un peu les premiers ou c'était déjà... On était tout à fait les premiers, c'est pour ça qu'on peut se féliciter. Évidemment, nous, on a une culture assez grande des valeurs, de la République, tout ce qui va être lié à la préservation des droits des individus. Et puis on avait, comme tu l'as dit, on a eu le fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était très ancré. Exactement, c'était très ancré, et notamment cette loi a fait des émules au niveau européen, donc on n'avait pas rien avant le RGPD, on avait une directive de 95 qui en France était tardivement transposée, et on comprend puisque nous avions déjà la loi Informatique et Liberté qui a inspiré cette directive. Mais cette loi n'allait pas assez loin, et surtout, cette directive n'allait pas assez loin, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'une directive, comme vous le savez sans doute, nécessite donc une loi de transposition. Une directive donne des objectifs, et les États se débrouillent, entre guillemets, pour atteindre ces objectifs dans la loi de transposition. Et là, on a vu, dans des pays, une grande disparité de protection. Or, ce n'était pas l'objectif du législateur européen. Et donc, ils ont repris les stylos, ils se sont remis à bosser et ils ont travaillé sur un règlement qui a commencé à être négocié en 2012 et qui a vu le jour, une version finale en 2016, qui est donc le fameux RGPD. Et adopté en 2018, je crois que c'était donc en mai 2018. Exactement. Donc en gros, on avait des directives, oui, parce que les directives, il y a une marge de manœuvre des États, et un règlement, c'est le même pour tout le monde. Alors très exactement, c'est entré en vigueur le 25 mai. C'est ça, entré en vigueur. Voilà, en 2016, exactement. Mais entré en vigueur le 25 mai 2018. Exactement. Donc ça va faire bientôt 5 ans. Finalement, ça changeait quoi concrètement ? C'était quoi les grandes avancées du RGPD par rapport à notre, entre guillemets, vieille loi de 78 ? Alors, elle était vieille, certes, mais assez moderne. Ouais. Donc, elle couvrait déjà beaucoup d'aspects. Le principal bonus du RGPD, c'est de par la nature du texte. C'est un règlement, c'est d'application directe, ça crée des obligations et des droits dans chacun des États. Et quand on lit, c'est un texte qui est relativement simple à comprendre. Les objectifs, les termes utilisés, tout est relativement
compréhensible, même pour tout à chacun. On n'a pas du tout besoin d'être juriste pour comprendre qu'on a une obligation, par exemple, de conservation limitée dans le temps. Bon, bah voilà, c'est dit tel quel dans le texte, limité dans le temps. Bon, bah on comprend, quoi. Juste une toute petite parenthèse, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois parce qu'on parle souvent des conditions d'utilisation des réseaux sociaux qui sont totalement habitables pour le grand public. J'encourage vraiment ceux qui nous écoutent à aller voir sur le site de la CNIL qui a listé en fait le RGPD. Et effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Quand on voit le RGPD, on peut le lire en fait, on peut le lire tranquillement et on comprend concrètement de quoi il s'agit. Donc vraiment, juste petit conseil, allez tout simplement lire le RGPD. Voilà, si vous avez quelques dizaines de minutes, tranquillement, posez-vous dessus. Oui, alors, quelques dizaines, en effet, il faut plusieurs dizaines de minutes. Oui, c'est pas 3 lignes non plus. Voilà, de bout en bout. Mais à la rigueur, même sans lire le texte de manière exégétique, on peut au moins lire les quelques considérants de l'introduction qui donnent vraiment le cap du texte et qui sont très riches d'enseignements pour savoir où est-ce que le législateur européen a voulu aller. Alors, tu me poses la question des principales avancées. Donc, je te disais, c'est l'harmonisation. Clairement, harmoniser pour qu'il y ait un niveau de garantie équivalent, quelle que soit la sensibilité des pays sur la question de la protection de la donnée à caractère personnel. Ensuite, principale avancée, il y a le changement de paradigme pour les autorités. Avant, l'autorité comme la CNIL venait aider les entreprises à valider leur traitement. C'est-à-dire, on proposait un traitement à la CNIL, je schématise évidemment à grosse maille, et la CNIL disait, c'est OK la manière dont vous mettez en œuvre le traitement. Donc, elle venait a priori contrôler le traitement. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, elle a une position de sanction. Elle fait toujours cet accompagnement, notamment pour des traitements pour lesquels on a une obligation de demande et de déclaration préalable. Style les grandes lois de surveillance du gouvernement, etc. Non, là, je parle à l'échelle des entreprises, des acteurs privés. Vraiment à l'échelle même des entreprises, d'accord. Ou publics. Par exemple, si vous voulez faire un traitement, dans le cadre de traitement de données de santé, vous voulez faire un data lake, vous allez faire une demande d'autorisation préalable. Un data lake, donc c'est simplement un entrepôt de données de santé. Un entrepôt de données de santé. Voilà. Parce qu'il y a une nature particulière à la donnée que vous utilisez, alors là, vous allez faire une demande d'autorisation préalable selon des formulaires. Enfin, tout est assez codifié, mais voilà. Là, on est encore dans le système où d'abord, on propose son traitement, on le présente, on est validé, on peut le mettre en œuvre. Donc en gros, quand c'est des données très sensibles, il faut une validation de la CNIL a priori, avant de mettre en œuvre ce traitement des données. Par contre, pour le reste, on peut se faire contrôler, mais bon, a priori, on part du principe qu'on est de bonne foi. Une petite question, du coup, qui en découle, c'est parce que maintenant, il y a trop de boîtes qui traitent des données, ou c'est hyper pragmatique. La CNIL ne pourrait pas contrôler toutes les entreprises qui traitent des données avant qu'elles traitent ces données. En fait, c'est au-delà d'être pragmatique. Alors, c'est surtout que l'intérêt de se positionner comme ça, c'est de laisser la responsabilité aux acteurs privés ou publics dans le cadre du traitement de leurs données. Donc, c'est de leur dire, vous réalisez des traitements, vous en êtes responsable. Et moi, je viens comme un gendarme, entre guillemets, veiller à ce que vous réalisez comme traitement, eh bien, c'est conforme au texte. D'accord. Donc, c'est vraiment, on renverse la responsabilité, si vous voulez, et on offre nécessairement plus de liberté. Quand on est dans un système administratif de validation a priori, donc on demande une autorisation, c'est quand même plus restrictif en termes de liberté que quand on dit c'est OK pour tout le monde et qu'on vient contrôler. En revanche, pour les entreprises, même pour les acteurs publics, c'est beaucoup de pression parce que ça veut dire qu'on doit rendre des comptes. Et donc, si on rend des comptes, on doit démontrer sa conformité. C'est tout l'enjeu du texte, c'est arriver à démontrer comment on est conforme. Et pour l'internaute banal comme moi, ça change quoi en fait ? En quoi ça me protège mieux le RGPD aujourd'hui, enfin depuis le 25 mai 2018, que entre 1978 et 2018, toute la période avant ? Alors, je pense que ça protège mieux déjà parce que aujourd'hui, grâce à ce texte, il y a eu une énorme prise de conscience. Quand on change ce paradigme, qu'on passe d'une autorité de contrôle, de validation, à une autorité de contrôle-sanction, la position des acteurs privés et publics est forcément très différente. Donc déjà, on est mieux protégé à titre individuel. En plus, ça a été vécu comme un Big Bang. En fait, le grand public, franchement, l'a pas forcément abordé au début, parce que c'est vrai que ça reste un règlement, c'est, on va dire, pas très sexy, mais quand on en parlait aux acteurs, moi en tant que journaliste, je me souviens, c'était un Big Bang pour beaucoup d'entreprises, enfin toutes les entreprises qui traitaient des données, c'est-à-dire quasiment toutes les entreprises aujourd'hui. Du coup, là, c'est à moi de te poser une question. Pourquoi tu penses que ça a été un Big Bang ? Eh bien justement, parce qu'ils ont flippé.
Et pourquoi ils ont flippé? Parce qu'il y avait un gendarme. Et en fait, ils ont flippé parce que les sanctions sont extrêmement sévères. Et alors, là, je vais prendre ma casquette d'avocate une seconde. C'est une sanction administrative, une sanction pénale et une sanction judiciaire potentielle. Il faut se faire aligner sur tous les niveaux. Exactement. Il y a 3 piliers dans notre ordre. Et là, vous les avez tous. L'ordre administratif, l'ordre pénal et l'ordre judiciaire. Au sens indemnité, dommages et intérêts. Donc ça a changé que maintenant la CNIL a un gros bâton pour taper sur les entreprises qui ne respectent pas la loi. Mais après, dans la nature de la loi, est-ce qu'il y a des obligations ou des éléments de protection vraiment qui n'existaient pas du tout avant qu'on a pu arriver avec le RGPD? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le texte donc, impose en tout cas un certain nombre de principes, notamment le principe d'information. On doit vous informer de comment on traite ta donnée, quelle typologie de données on traite. Donc, tu dois trouver facilement cette information. Alors, c'est tous les petits bandeaux que vous voyez, et je ne parle pas du bandeau de cookies, mais tous les petits bandeaux que vous voyez quand vous remplissez des formulaires, vous avez des petites coches, et puis il y a des petites étoiles qui disent, alors ça, c'est une donnée obligatoire, et puis à la fin, vous avez un petit blabla qui vous dit... ces données sont collectées dans le cadre de... Et là, on vous met une finalité, c'est-à-dire un objectif de pourquoi on collecte la donnée. Et puis, on vous dit qui est le responsable de traitement en vous disant la société X traite vos données dans le cadre du formulaire pour répondre à votre question. Donc, il y a un responsable. En fait, on montre qu'il y a quelqu'un qui est responsable devant la CNIL, en fait. Exact. On montre effectivement qu'il y a un responsable de traitement, c'est-à-dire le représentant, la personne morale en réalité, mais on vous dit qui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant ces mentions d'information, on avait quand même l'obligation d'informer, mais en réalité, comme c'était pas si coercitif que ça, les sanctions n'étaient pas les mêmes, on le faisait pas forcément. Donc déjà, on a gagné là-dessus. Ensuite, un droit que je trouve assez amusant, c'est que on a aujourd'hui, avec le RGPD, le droit à l'information, le droit à l'action d'un humain lorsque vous avez un traitement automatisé. Je m'explique. J'imagine que vous avez déjà fait un prêt ou demandé un prêt. Demandez une prévoyance, par exemple. Je vais parler de mon cas. Formulaire de prévoyance en ligne, je cherche à souscrire à une prévoyance et mon courtier me dit « faut remplir ce formulaire, c'est le formulaire santé, je n'y ai pas accès, c'est une plateforme sécurisée, les données que vous mettrez dedans, c'est que les médecins conseils qui auront accès, et je remplis le formulaire. Le formulaire, donc à l'époque j'étais avocate libérale, le formulaire me demande si un jour... Vous allez voir, c'est assez cocasse. Si un jour, j'ai pris des psychotropes ou des médicaments en lien avec une dépression. Et je déclare la vérité parce qu'attention, il ne faut pas faire de fausses déclarations pour qu'après l'assurance se rende compte que voilà. Donc je dis oui. Et là, ça me demande, véritable histoire, ça me demande si la prise de ces médicaments, de ces antidépresseurs, était en lien avec un incident de la vie. Alors, je suis toujours en train de... C'est un peu vague, un incident de la vie, ouais, non? alors je suis toujours en train de chercher ce qu'il voulait dire, mais du coup, je me dis, mince, quand on fait une dépression du postpartum, on s'en rend compte peut-être à la 4e boîte de chocolat qu'on est en train d'avaler, alors qu'on n'est pas douché sur son canapé. Et donc, on se dit, je me rappelle pas quel était ce jour où vraiment j'ai réalisé que ça allait pas. Donc, je déclare la date de naissance de mon fils, ce qui est franchement hyper dur quand même. Pas très sympa, oui. Tichou, il n'avait rien demandé. Et donc, je continue le formulaire et à la fin, j'envoie le formulaire. 2 secondes après, 5 minutes après, je reçois une prise en charge. Super. Et là, je descends et je vois exclu toutes les maladies liées au stress. J'appelle mon agent et je lui dis, mon agent d'assurance, et je lui dis, je crois qu'on a un problème. Il dit, non, c'est bon, vous êtes pris en charge. J'ai dit, oui, mais alors, un avocate libérale qui n'est pas prise en charge sur toutes les maladies liées au stress, excusez-moi, mais je me sens pas hyper protégée, quoi. Là, ça me paraît pas évident. Et il me dit, et je lui dis, écoutez, je demande une intervention humaine sur la base du RGPD. Il me dit, je sais pas si c'est possible. J'ai dit, écoutez, notez bien ce que je vous dis. Vous avez un prospect qui demande une intervention humaine sur l'analyse du dossier et donc les exclusions visées. Ça n'a pas pris 5 heures pour qu'il me rappelle en me disant c'est bon, on a modifié. Et effectivement, on a enlevé toutes les exclusions parce que c'est un événement, Dieu merci, ça s'arrête dans le temps. C'est quelque chose qui est très contextuel et donc il n'y a pas de raison de vous exclure du cadre de protection. Je t'avoue que c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. J'ai travaillé sur pas mal de sujets sur le RGPD. Je connaissais pas du tout cet article. Donc en fait, on a le droit de demander à n'importe quelle entreprise, parce que des traitements automatisés, c'est-à-dire en gros
des formulaires. Donc là, tu parles d'une assurance. Alors, c'est des formulaires. Moi, j'ai eu à les remplir aussi. Dès que tu as un emprunt, tu dois remplir ce genre de formulaire. Mais plus simplement, une banque. Enfin, tu ouvres un compte en banque ou plein de choses comme ça. Tu as tout le temps des formulaires automatiques. Tu as le droit de réclamer, de parler à un humain dans tous les cas. Je pense, enfin, je sais pas, par exemple, un billet d'avion, je sais pas moi, Air France te vend un billet d'avion, tu peux pas parler à un humain, il y a pas de numéro de téléphone, tu dois parler à un chatbot, maintenant ils ont des chatbots partout. Tu as le droit dans tous les domaines d'avoir un humain ou c'est des domaines très spécifiques? Alors, c'est à partir du moment où la décision automatisée te donne un droit ou te le refuse. D'accord. Et donc, là, par exemple, tu parles du prêt, c'est assez basique. On a tous été devant notre banquier, je voudrais un prêt, il rentre les plus, il rentre les moins, il dit « Ah non, ça passe pas ». Enfin, pour un remboursement, une assurance pour un remboursement d'un voyage, par exemple, ça rentre dans ce cadre-là aussi. Eh ben là, c'est pareil. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu as une décision automatisée, c'est-à-dire tu as un formulaire et tu n'as personne derrière, en tout cas, les conditions te laissent penser qu'il n'y a personne derrière. Dans mon cas, c'était vraiment 5 minutes. Enfin, je me suis dit, ils ont les médecins conseils les plus rapides de l'Ouest. Oui, jamais, tu savais qu'il n'y avait pas un médecin qui avait regardé ton dossier et qui avait dit oui ou non. Surtout que pour ce qui était du cas de la pathologie, enfin tout ce qui tourne autour des grossesses, c'est souvent exclu. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Mais là, c'est pareil. Pour la banque, ce serait la même chose. À partir du moment où c'est l'ordinateur qui dit oui ou qui dit non, je voudrais défendre mon dossier. C'est ça que Non, mais parce que tu as des services qui n'ont juste pas de service client. Oui, mais en réalité, tu as la possibilité de demander une intervention non, mais humaine. C'est très bon. Moi, je trouve que c'est un bon type. C'est-à-dire quand tu n'as pas de service client, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'applis qui sont franchement hyper bien, des banques, des assurances en ligne, mais on va dire, c'est vachement moins cher, mais en contrepartie, on n'a pas de service client humain. Ben, en fait, si, on a le droit d'en demander. En gros, c'est un peu ce que tu nous expliques, quand on a un problème. Exactement. Mais d'ailleurs, quand on a un problème, il faut parler à des gens. En général, c'est ce qu'on a envie de faire, hein. Et puis on peut pas et on est très frustré. Donc en fait, le RGPD nous permet ça. Et franchement, je vais te dire un truc, je le savais pas du tout. Est-ce que tu as encore une autre grande avancée? Par exemple, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, le droit à demander la suppression de nos données. Oui, alors le droit à l'oubli et le droit à la suppression, pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais effectivement, c'est une avancée du texte. Ça a été, en tout cas, très présenté comme tel. Attention, parce que le droit à l'oubli, ça a été très longtemps la tarte à la crème, on le voyait partout. C'est quand même pas un droit absolu. Par exemple, si tu es salarié, tu peux pas demander à ce que ton entreprise t'oublie au moment où tu pars. Il y a de la prescription légale qui va jouer parce que tu peux poursuivre ton employeur. Il n'est pas question de demander, par exemple, à son employeur de m'oublier à la seconde où j'ai quitté les locaux. Enfin, mais si je suis client... On va faire un cas un peu plus banal, j'ai envie de dire. Je suis client d'une enseigne, je commande sur un site en ligne de vente, je sais pas moi, de meubles. Je peux demander à ce qu'on supprime toutes mes données? Alors attention. Ou je suis utilisateur d'un réseau social. Hein. Alors, pour moi, beaucoup plus simple, utilisateur d'un réseau social, de demander de supprimer la donnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre vocation du réseau social que d'être dans le réseau social. D'accord. En revanche, sur l'exemple que tu donnes, mettons que je commande en ligne, on me livre un bien, il y a une garantie légale qui vient avec ce bien. J'ai donc besoin, en tant que plateforme en ligne, de conserver la trace de cet achat. Donc, quand tu demandes que les données soient supprimées, ça ne peut pas être toutes les données. Et puis aussi parce qu'eux, ils vont avoir une obligation fiscale de conserver la trace de la facture, de dire c'est à Raphaël qu'on a envoyé cette petite chemise verte. Tu vois, donc ils pourront pas supprimer toutes les données. En revanche, ils pourront supprimer toutes les données qui n'ont plus de pertinence et qui ne sont pas liées à leurs obligations légales. Typiquement, tout ce qui va être lié à la prospection commerciale. Ça n'est pas une obligation légale d'une plateforme de faire de la prospection commerciale et donc d'utiliser ton adresse mail pour réaliser cette prospection commerciale. Ou alors j'ai acheté ma chemise verte, mais j'avais regardé une jaune aussi que j'avais bien aimée, et j'avais regardé, enfin voilà, tout ce qui n'est pas indispensable d'un point de vue fiscal, etc. Et moi j'ai une question aussi à te poser, c'est, alors tu es avocate en droit du numérique, tu as ton cabinet d'avocat, donc je suppose que des affaires sur le RGPD t'en voient passer des flopées. C'est quoi vraiment les cas qui reviennent le plus souvent, en fait, les plaintes qui reviennent le plus souvent, les articles du RGPD qui sont en fait un peu le plus bafoués? Alors, petite précision, moi je ne fais absolument pas de contentieux. D'accord. C'est un choix stratégique. Je ne fais pas de contentieux. Moi, j'aime bien créer, donc j'aime bien accompagner mes clients sur la création, sur la modernisation des systèmes. Je suppose qu'entre collègues, on doit en discuter. En revanche, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on voit arriver dans les cabinets de conseil ou dans les cabinets spécialisés en contentieux, c'est finalement les mêmes scopes. C'est toujours la même chose qui revient. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, ce qu'on voit, et pour les collectivités territoriales, c'est l'enjeu de la conservation limitée dans le temps. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que ça implique d'énormes process très lourds
en interne, parce que quand on décide, c'est pas tout à fait comme dans notre placard, quand on décide de vider le garage ou le placard dans lequel on met notre bazar. Là, c'est un peu différent parce que quand vous enlevez de la donnée à un endroit, ça peut avoir des répercussions sur toute une chaîne d'informations. C'est un Tetris, quoi. Exactement, c'est tout à fait un Tetris. Et donc, c'est très compliqué. Et ça, c'est un sujet... Mais c'est un sujet qui nous occupe tout le temps. Voilà. Oui, c'est un peu contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, après tout, tu crées un petit algo, ça supprime, si ça dépasse les 2 ans, hop, on bazarde. Oui. Et en fait, il y a d'autres systèmes qui utilisent ces données et donc ça peut faire tomber le. Comme on disait tout à l'heure, donc au commercial, je vais supprimer cette donnée. Alors en prospection, je vais dire au bout d'1 an, parce que je n'ai plus d'échange avec le client, je le supprime. Par exemple en consommation, ça pourrait être si le cycle de vie de la donnée dans l'entreprise est très court, on pourrait considérer qu'au bout de 12 mois, si c'est plus rien passé, on va supprimer un certain nombre d'informations. En revanche, il ne faut pas avoir pour effet de supprimer dans la base au niveau fiscal. Tu vois, au niveau... Oui, donc en réalité... Vraiment, en fait, il faut faire le tri, mais de façon très pointue. Exactement, mais pour faire le tri de manière très pointue et avoir, effectivement, comme le texte l'impose, des durées de conservation adaptées à la donnée, à l'échelle de la donnée, c'est-à-dire le nom est une donnée. Le tri doit se faire à cette échelle-là, en théorie. Eh bien, au final... Il faut aussi penser au niveau de la structure, de l'architecture du système d'information, des différentes applications entre elles, les conséquences en cascade. Donc ça veut dire que avant de se lancer et d'appuyer sur supprimer, il faut étudier tout ça parce qu'il ne faut pas avoir d'effet de bord qui mettent en difficulté l'entreprise vis-à-vis de ses autres obligations. Et notamment en droit fiscal, en droit du travail, on a évidemment des durées de conservation, en droit commercial, la préservation aussi de ses intérêts d'un point de vue commercial, en cas de contentieux avec ses partenaires. Mais j'imagine qu'il y a des données qui paraissent évidentes. Typiquement, je vais faire une prise de sang dans un laboratoire. Je ne sais pas combien de temps ils ont pour supprimer ma donnée. C'est peut-être 2 ans. Franchement, j'en sais rien. Mais ça, une prise de sang qui peut révéler, on ne sait pas, une maladie, quelque chose, cette donnée, par exemple, il faut juste la supprimer au bout de 2 ans. Il y a des données comme ça qui sont assez évidentes, non, à supprimer. Le problème que tu soulèves là, c'est la pertinence de la durée. Cette durée, soit dans le texte, alors dans le RGPD, tu ne trouveras pas de durée. Il n'y a pas de durée dans le RGPD? Non, dans le RGPD, tu ne trouveras pas de durée. C'est un chifoumi géant où tu regardes le RGPD et les lois particulières, les réglementations particulières de ton secteur. Et par exemple, un laboratoire d'analyse si dans la réglementation, mais plus largement que le laboratoire, si plus largement dans leur réglementation, ils ont l'obligation de conserver 2 ans, tu vas devoir conserver 2 ans. S'il n'y a rien de marqué, on va aller chercher vis-à-vis de leurs autres obligations la durée pertinente. En revanche, je pense que ce qui est important, et ce sur quoi il faut peut-être axer le propos, c'est que au-delà de la conservation, il y a aussi la notion d'exploitation de cette donnée, et il y a la notion de sécurité de la donnée. Pour moi, conserver une donnée de manière archivée, ou pour rentrer dans cette archive, il y a un niveau d'habilitation élevé, et qu'on me justifie d'un point de vue juridique en me disant tu comprends, moi j'ai besoin de tracer l'événement, si la personne revient en matière de santé et qu'elle demande ses résultats, on les aura plus. Donc on peut avoir des justifications opérationnelles, légales, qui ont une très grande pertinence, évidemment, et qui vont nous pousser à conserver l'information. En revanche, il faut être hyper vigilant sur son exploitation. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ta prise de sang, est-ce que j'en déduis autre chose? Est-ce que je le croise? Qu'est-ce que je fais de cette donnée? Alors, je rassure tout le monde tout de suite, rien. Oui, mais par contre, moi, en tant que patient, j'espère que le résultat de mon examen, il va être mis dans un serveur méga sécurisé. Exactement. En fait, c'est ça l'enjeu. Oui. C'est la question de la sécurité de l'information. Il est là l'enjeu. Il n'est pas de savoir si on le garde ou pas, finalement. Le premier des enjeux, c'est de la sécurité. Parce que si on a minimisé la conservation, mais qu'au final, tout le monde peut avoir accès parce que c'est pas sécurisé, là, on a un réel problème, en réalité. Oui. Et donc, pour moi, la question de la durée de conservation, c'est une question qu'on nous pose tous les jours, qui est vraiment, quels que soient les départements, dans les entreprises, les services, quels que soient privés, publics, on a toujours cette problématique. Mais derrière ça, il y a la question de la sécurité. Alors, j'ai une question un peu naïve aussi. Donc, le RGPD, ça fait maintenant 5 ans.
moi, tu utilises des réseaux sociaux comme moi, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es ciblé en permanence par de la publicité. Et j'ai l'impression que paradoxalement, on n'a jamais été autant fliqué qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ou est-ce que vraiment... après, est-ce que c'est une impression qui est fausse et que vraiment le RGPD limite vraiment ce flicage ? En fait, je ne pense pas que ce soit paradoxal. Et je ne crois pas que le RGPD limite le flicage dans le sens où, pour ne plus être fliqué, il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire tous les textes que vous voulez. Si les personnes ne se saisissent pas de leurs droits et qu'on n'a pas ce travail de les sensibiliser, de les former, et là, je voudrais... S'il y a des professeurs de collège qui nous écoutent, de primaire qui nous écoutent, de lycée qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites des petites sessions sur ces questions-là auprès des étudiants et des collégiens, etc. Je me permets juste de rebondir. Il y a un truc qui fonctionne très très bien aussi. Je parlais tout à l'heure d'aller voir un peu sur le site de la CNIL. Si vous avez encore un peu de temps, vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, tout ce que vous voulez, et vous téléchargez vos données. Parce que justement, ça, le RGPD, maintenant, oblige toutes les grandes plateformes à permettre le téléchargement de toutes les données qu'elles ont sur l'internaute. Donc, c'est toujours dans les paramètres, etc. Et en général, en regardant ça, ça permet justement un peu de réaliser, je trouve, la portée de ce qui est collecté. Exactement. En fait, c'est la problématique, elle est là. C'est pas le texte. La loi, bien sûr, ça est un bouleversement. Le texte en lui-même est un bouleversement. Mais en revanche, si les personnes ne s'en saisissent pas, si quand il y a des bandeaux cookies, vous continuez à écrire OK pour tous les cookies, alors que la loi permet, et vous le voyez sur votre ordinateur, que vous pouvez dire non uniquement les cookies nécessaires, indispensables à ma navigation. En plus, c'est à côté, quoi. Enfin, voilà. C'est censé être à côté. Donc, si en tant qu'individu, on ne se saisit pas de ces questions-là, ça ne peut pas avancer. Donc, en fait, je ne crois pas que ce soit... Là, c'est un peu la rencontre des deux mondes. C'est-à-dire, il faut que les personnes se saisissent de ces aspects. Et je crois que c'est de plus en plus le cas pour une raison assez simple. C'est que les responsables de traitement, donc c'est-à-dire les entreprises, évidemment le secteur privé comme le secteur public, ont une obligation de sensibiliser leurs collaborateurs. Donc, à partir du moment où vous sensibilisez les collaborateurs à la manière dont ils traitent les données dans le cadre de leurs fonctions, eh bien, ils se posent des questions d'un point de vue individuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, quand vous voyez des questions bizarres sur des sites, ben, vous avez tendance à ne plus remplir. Et donc, cette conscience, elle augmente. Donc, c'est finalement la vertu du RGPD. Exactement. C'est aussi une très longue prise de conscience. Pour terminer, tu parlais au tout début du podcast du pouvoir du RGPD, qui est un pouvoir de sanction. Est-ce qu'on a vu vraiment des énormes sanctions qui ont visé des boîtes qui n'ont pas du tout respecté le RGPD ? Alors, on peut en citer une, évidemment, de l'autorité luxembourgeoise à l'encontre d'Amazon. 746 millions. C'est beaucoup. Ouais, donc ça pique un peu quand même, voilà, en termes de montant. Voilà, ça pique un peu. En revanche, moi, ce qui me paraît intéressant... Et c'était à cause de quoi ? Alors, c'était un ensemble de manquements qui étaient à l'encontre d'Amazon Prime. Ouais. Voilà, sur... je me rappelle plus tous les fondements, mais ce sont des manquements assez classiques que l'on retrouve. Mais je vous invite à aller lire parce que c'est assez... c'est riche d'enseignements. Les entreprises ou les collectivités qui se font pirater pouvaient avoir un système d'information bien pensé, des mesures de sécurité, et quand même, ce sont des métiers. Il y a des gens qui attaquent. Leur métier, c'est d'attaquer. Et donc, je veux rappeler que quand on est victime d'une attaque, on est victime. C'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais on n'était pas blanc-bleu. » Mais en fait, c'est pas la question. Oui, t'as raison. Il reste victime. Par contre, victime, mais quand même responsable. Exactement. D'informer l'autre victime de cette fuite, c'est-à-dire le patient. Exactement. Et pourquoi on informe ? On informe parce qu'il y a quand même cette idée, en tout cas pour moi, alors au-delà de l'obligation du texte, qui est une obligation d'informer la personne lorsque le risque est important pour sa vie privée. Et donc là, on comprend bien toutes les questions autour de l'usurpation d'identité. C'est assez basique, mais bon, après, il y a d'autres risques. Vous allez avoir tous les risques qui sont liés à l'intelligence économique. Si je veux t'atteindre, peut-être que je vais d'abord essayer d'atteindre ta sœur. Donc, ou ta mère, ou ta cousine. Donc, il y a aussi toute la question de l'étude
Ou du chantage aussi. Ouais, alors, il y a tous les t'es patron d'une chantages, entreprise, etc. tiens, j'ai ton dossier médical. Fais Exactement. gaffe parce que vire-moi, je sais pas combien d'euros ou de bitcoin ou peu importe, parce que sinon je vais révéler que t'as un problème de santé. Exactement. Alors voilà, il y a toutes ces questions-là. Et donc l'enjeu, c'est de dire, vous devez informer pour que les personnes prennent la mesure de ce qui s'est passé et donc prennent des mesures. Elles doivent prendre la mesure et des mesures concrètes. Donc changer des mots de passe, avoir une certaine vigilance quand on a des informations qui arrivent et qui sont un petit peu étonnantes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de fraudes, par exemple aux faux agents des fraudes dans les services bancaires, aux faux conseillers bancaires qui vous appellent, qui parlent extrêmement vite, qui va vous dire vous êtes bien monsieur machin, vous avez à tel endroit, votre compte est bien hébergé à tel endroit, mais en réalité il a la copie de documents qui sont issus de fuites de données, ou bien il a fait une étude, mais parce que dans ce qu'on appelle les leaks, qui sont les fuites de données, il y a tout un tas de documents, et quand vous avez la personne au téléphone, à moins de dire, et c'est assez basique, et j'invite tout le monde à le faire, je ne confirmerai pas ces informations. Et si vous voulez m'adresser un message, faites-le par ma messagerie sécurisée. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est l'urgence. En fait, l'urgence, c'est surtout de ne pas faire de bêtises et donc de ne pas accepter des choses. Mais si vous acceptez, vous êtes quand même victime parce qu'on vous aura manipulé. Et donc, si on n'a pas été prévenu qu'il y a une fuite de données, forcément, on ne peut pas être plus vigilant quand on a ce type d'appel. Merci beaucoup, Oriana Labruyère, c'était passionnant. Alors, c'est un petit acronyme de 4 lettres, mais franchement, on aurait pu continuer pendant des heures. Merci infiniment d'être venu dans Métadonnées. Merci de l'invitation.